BFM Business, le focus de Tech & Co. Allez, notre focus ce soir, on va parler de EdTech, ces technologies dédiées à l'éducation. Et vous allez voir, c'est très très large. Parfois, c'est pas juste de l'iPad qu'on va installer dans les classes d'école, ça va beaucoup plus loin. Pour en parler avec nous, Marie-Christine Levé, bonsoir. Bonsoir. Fondatrice d'EduCapital, donc fonds d'investissement. Je pense que même c'est l'un des seuls en France. C'est le seul fonds en Europe. Le seul fonds en Europe, voilà, sur les EdTech, alors que si on regarde la Chine et les États-Unis, ça bouge beaucoup, mais on va en reparler. Et Catherine de Vulpilière, bonsoir. Bonsoir. Catherine, vous êtes cofondatrice d'Evidence-Bay, c'est une start-up qui se met au service des enseignants. Oui. Ça pour les accompagner. Absolument. Et pas pour les remplacer. Et pas du tout pour les remplacer. C'est tout de suite ce qu'il faut dire pour parler de tout ça. Moi-même, j'ai été enseignante. Alors, voilà, donc vous savez comment y faire. Et puis on parlera de ce livre qu'on peut trouver sur le site d'EduCapital qui s'appelle « Préserver notre souveraineté éducative. Comment soutenir l'EdTech française », donc aux éditions Digital New Deal. Voilà, alors je dis un livre, et voilà, c'est un grand... un magazine plus. Voilà. Un livre blanc. Un livre blanc qui donne pas mal d'informations. Alors les EdTech, c'est vrai que c'est un levier de croissance, c'est un levier de formation, c'est un levier aussi pour les décrocheurs, on va en parler. La définition de l'EdTech, alors si je dis juste alors c'est la contraction éducation technologie pour ceux qui nous suivent régulièrement, c'est les technologies pour l'éducation, la formation. Si on dit ça, on se dit oui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors Marie-Christine, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette tech? La nouveauté, c'est que tous les secteurs de l'économie se sont transformés, ont été très disruptés par le tsunami numérique, et le seul secteur qui ne s'est pas transformé, c'est l'école. Notre école de la République, c'est la même, l'école de mes enfants, c'est la même que celle que j'ai connue, c'est sûrement la même que celle que mes parents ont connue. L'école n'a pas changé, et donc les EdTech, c'est qu'est-ce que la technologie peut apporter à notre école pour mieux former les jeunes au monde de demain. Et c'est une EdTech qu'il faut complètement repenser. C'est-à-dire, tout à l'heure, je prenais l'exemple de la tablette dans mon introduction, mais c'est pas juste numériser ce qui existe déjà. C'est-à-dire, allez hop, on met des tableaux interactifs, on donne des tablettes aux élèves. Non, il faut complètement repenser la façon d'enseigner, de former. C'est vraiment de repenser la pédagogie avec le numérique. C'est le numérique au service du professeur. Donc, c'est vraiment pas le numérique qui remplace le professeur, mais c'est une pédagogie renouvelée qui utilise tous les moyens modernes et qui surtout est beaucoup plus accessible à tout le monde, beaucoup plus d'équité, qui est beaucoup plus engageante, beaucoup plus gamifiée et beaucoup plus individualisée et donc plus performante. Et puis qui doit revoir aussi, parce qu'on a tous des enfants, vous voyez, ils sont plus curieux. Nous, on l'était dans les livres, mais parfois on n'avait pas tous ces livres, il fallait aller dans les bibliothèques. Enfin, il y avait une démarche. Là aujourd'hui, hop, à portée de clic, ils ont un peu de tout. Donc c'est vrai que parfois ils sont au courant de certaines choses où ils vont approfondir des choses dans leur cours, quitte à aller vers des mauvaises informations, mais il faut que le prof du coup change complètement tout ça. On imagine, on va parler de Révolution française, il y en a un qui sera allé lire et il sera tombé sur un site un peu déviant qui va lui dire non, la Révolution c'est pas ça du tout. Donc les profs doivent aussi changer leur façon d'enseigner par rapport à ça. C'est clair, c'est utiliser la technologie comme moyen pour justement rendre cette éducation plus performante, plus individualisée, mais aujourd'hui les jeunes, ils s'éduquent sur YouTube. Aujourd'hui, 6 jeunes sur 10 considèrent YouTube comme leur premier moyen d'apprentissage. Donc c'est vraiment un enjeu essentiel, parce que si on ne veut pas que l'éducation soit réduite aux mains des GAFAM, comme plein d'autres pans de notre vie ont été contrôlés par les GAFAM, il faut vraiment développer une filière EdTech et développer de l'innovation. Dans l'école, les Microsoft. Ah bah oui, Microsoft est dans 50% ça apporte quelque chose, mais justement, des classes dans le monde. Google est dans 50% des classes aux US et a développé un store d'applications éducatives. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment faire en sorte que ça ne soit pas les GAFAM qui prennent l'éducation digitale et l'éducation de demain, il faut développer de l'innovation pédagogique. Et malheureusement, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a eu l'éducation numérique n'a seulement été vue que comme des plans d'équipement successifs. Ouais, il y a eu plus de 2 milliards d'argent public. On se souvient François Hollande, tous les élèves doivent avoir une tablette. Voilà, un peu gaspillé en équipement. On a eu 8 plans d'équipement successifs, du premier plan informatique pour tous jusqu'au dernier plan. C'est bien ça, l'éducation, les réformes et tout ça. Et finalement, c'est des équipements dans lesquels il n'y a pas eu assez d'innovation pédagogique, et donc des équipements qui restent au placard, et sachant que les élèves sont souvent mieux équipés chez eux. Donc nous, on prône plutôt d'investir sur la formation des profs et d'investir sur l'innovation pédagogique. C'est vraiment ce que la technologie apporte d'innovant dans l'éducation. Et c'est là où vous intervenez, Catherine de Vulpilière, donc cofondatrice d'Evidence-Bay. Je disais très rapidement une start-up au service des enseignants. Oui. Mais voilà, vous êtes rendu compte que justement ces enseignants
qui sont pas, encore une fois, c'est pas eux qui veulent pas, hein, c'est juste qu'il faut leur donner les bonnes balises, les bonnes bases pour attaquer je formulerais eux-mêmes sont des utilisateurs du numérique. Absolument. Je formulerais les choses un petit peu autrement, en effet, parce que les professeurs ont très envie d'utiliser les nouvelles technologies. Nous, chez Évidence B, on s'attaque en fait aux difficultés d'apprentissage des élèves de certains savoirs fondamentaux. Les fractions, la syntaxe, la grammaire, apprendre une langue seconde, etc. Et nous, on est là pour aider effectivement les enseignants en termes de contenu sur certains de ces points bloquants et dont ils savent qu'ils sont bloquants. Donc nous, on développe en effet des contenus. On pense que les professeurs, ils savent très bien. Donc c'est quoi? C'est avec des vidéos. Tiens, prenons l'exemple des fractions qui, moi, à titre personnel, m'intéresse exactement un peu en ce moment. Voilà. C'est quoi? C'est des tutoriaux? Alors, ce qu'on fait, nous, effectivement, face à ce problème de fraction, il y a quand même 75% des élèves dans le monde on comprend pas le reste, qui pensent que, effectivement, 2/5 c'est plus grand qu'un demi à 15 ans. Donc, il y a vraiment un problème, comme vous le dites. Effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est des petits logiciels de ressources personnalisés avec deux caractéristiques. La première, c'est que toutes les ressources qu'on met dans ces petits logiciels personnalisés viennent des résultats de recherche en sciences cognitives. Aujourd'hui, on commence à savoir comment le cerveau, justement, passe du sens du nombre qu'a tout bébé au sens de la proportion et comment on peut aider, justement, les enseignants à accompagner ces apprentissages. Donc, effectivement, nous, on crée des ressources, des petits exercices qui sont construits à partir de ces résultats de recherche. Donc, et comment on réussit à convaincre alors les élèves, mais les profs, les directions, l'établissement, les profs, les rectorats, les profs, en fait, ils savent que c'est un point bloquant. Tout prof du primaire, quand il aborde ce problème des fractions, par exemple au CM1, il sait que là, il va aborder un point structurant bloquant, et il sait que finalement, il va faire sa leçon comme d'habitude, qu'il y a des élèves qui vont comprendre, et puis d'autres qui ne comprendront pas. Donc, ils ont besoin, en fait, de ce petit coup de pouce pour les assister par rapport à leur pédagogie traditionnelle. Nous, on n'est pas des révolutionnaires de la pédagogie. Il y a plein de choses dans la pédagogie qui marchent très très bien, mais il y a des points comme ça structurants, bloquants, dont ils ont besoin. Donc effectivement, ils savent que sur le nombre, sur les fractions, moi j'étais enseignante de lettres, donc je savais très bien, j'ai enseigné de français et puis de lettres. On voit entre l'imparfait et tout ça. Exactement, que la concordance des temps, que l'orthographe grammaticale c'est un point bloquant, on apprend les règles à l'ancienne, et puis finalement il y a toujours des élèves qui font les... On vous tombe pas dessus parfois en disant allez stop aux écrans, parce que ça non, alors en fait nous on est comme on intervient sur des points très précis en fait. C'est bien. Ça c'est vraiment vu comme un accompagnement. Oui, c'est un accompagnement, et puis on fait de la personnalisation, c'est-à-dire que tous les élèves ne savent pas la même chose au même moment. Et effectivement, moi je trouve que c'était un point crucial en fait. C'est-à-dire, on a une classe, mettons, de 30 élèves devant soi. Comment est-ce qu'on sait d'abord quel élève c'est quoi? Alors bien sûr, on fait des contrôles, mais c'est c'est pas si simple de savoir exactement qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Donc nous, on offre une aide en fait au diagnostic aussi finalement, où en est chaque élève, et puis ensuite une aide à la remédiation. Et donc effectivement, c'est là où intervient la personnalisation et on peut aider le professeur à faire de la pédagogie différenciée, de la différenciation, etc. Et alors des idées comme, des projets comme des programmes comme celui d'Évidence B ou des startups, il y en a beaucoup. Comment on fait? Voilà, oui, comment on fait pour essayer de canaliser tout ça et de montrer que voilà, c'est pas que des petites initiatives dans chaque coin, Marie-Christine. Alors il y a 400 startups dans l'EdTech en France. La France regorge de bonnes idées. On a des entrepreneurs talentueux. On n'a rien à envier aux pays nordiques qui sont souvent classés premiers dans tous les classements éducatifs. Aujourd'hui, nous, si on pense qu'il manque une plateforme qui permettrait aux professeurs de choisir les ressources dont ils ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, un store, quoi, voilà, une sorte de store d'application éducative. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les processus de décision et d'achat sont très très complexes. Celui qui utilise, c'est-à-dire le professeur, n'est pas celui qui décide, n'est pas celui qui paie. Si vous voulez vendre aujourd'hui un logiciel de mathématiques un peu innovant ou de français un peu innovant en primaire, il faut contacter 36 000 communes. Donc voilà, donc c'est un processus d'achat très compliqué. Et nous, on veut se reposer sur le principe de liberté pédagogique, de dire vraiment, laissons au professeur choisir ce dont il a besoin. Celui qui veut choisir du papier choisira du papier. Celui qui veut choisir du numérique choisira du numérique. Et donc donnons beaucoup plus d'autonomie aux établissements. On peut installer un store, c'est ce qui existe en Angleterre. Pour les livres, je prends un exemple. C'est ce qui se passe pour les livres. Pour les livres, c'est ça. C'est ce qui se passe pour les livres. Les professeurs se réunissent et choisissent le livre qui est souvent d'ailleurs qui d'ailleurs reste dans le cartable et n'est jamais ouvert. Et le marché du livre scolaire est un marché
300 millions d'euros chaque année. Ouais. Alors que le marché du numérique éducatif aujourd'hui est un marché de 10 millions d'euros. Et oui, c'est ce qu'on comprend quand on voit les tablettes de livres. On se dit oui, il y a encore un beau chiffre d'affaires, Enfin voilà, on va pas rentrer. C'est pas le but de ce débat, mais voilà, on sait qu'il y a encore du chiffre d'affaires chez ces éditeurs et chez ces imprimeurs. C'est le choix qu'on a fait, nous, nous, simplement dans les manuels scolaires. C'est-à-dire que on considère quand même que ce sont des gens qui connaissent leur métier. C'est pas pour rien qu'ils continuent à avoir ce chiffre d'affaires. Moi, j'ai été professeur, j'ai utilisé les manuels scolaires, mes collègues les utilisent. Et nous, on intervient, on s'implémente comme supplément un petit peu numérique au sein de ces manuels. Donc le professeur n'est pas obligé de revoir sa pédagogie, il a sa manière d'aborder tel ou tel fichier. Voilà. Et donc on ruse un peu pour l'instant, nous, avec ce... Du coup, Catherine de Vulpilière, avec Evidence Bay, quand vous accompagnez les profs, vous avez, parce qu'on est dans un monde de business, vous avez des indicateurs qui montrent que les enfants apprennent plus vite. Enfin, il y a les résultats aussi qui doivent être là pour dire, tiens, regardez, enfin là on prend votre application, mais il y en a d'autres, on les dit, il y en a plus de 400, dont certaines plutôt performantes. Et ces indicateurs-là, ça devrait pousser l'éducation nationale à aller plus vite dans ce domaine. Oui, alors effectivement, les indicateurs, déjà, il faut quand même pouvoir les construire. Donc c'est vrai qu'il y a 400 entreprises EdTech. Bon, il faut quand même voir qu'à Londres, il y en a 2000. Hein. Ouais. Donc on n'est pas quand même tout à fait à ce niveau-là. Et nous, effectivement, l'année dernière, on a intégré un programme, un accélérateur à Londres, qui était poussé par l'UCL de Londres, donc la grande université londonienne, qui s'appelle Educate, et qui justement va quand même essayer de pousser, enfin de donner aux entreprises EdTech un certain nombre de méthodes pour montrer et pour essayer de donner la preuve que ça fonctionne et que ça marche. Et toutes ne sont pas forcément égales là-dessus. Donc nous, on part de recherches qui ont déjà été menées. Donc on part de la recherche en sciences cognitives, de la recherche en IA. Donc il y a déjà des expérimentations qui ont été faites dans des classes, mais on applique cette recherche et là, on construit en effet. Ça prend quand même un tout petit peu de temps, hein, ça se fait pas avec une petite étude marketing, donc effectivement que les ressources qu'on utilise vont fonctionner et surtout vont être acceptées par les professeurs. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on développe des tableaux de bord et que les tableaux de bord, c'est quand même un outil très important pour les professeurs, pour les aider. Alors on va marquer une courte pause, on se retrouve juste après, on va parler justement des bonnes pratiques, comment faire pour faire avancer tout ça, et évidemment les différences d'investissement entre la Chine, les USA, la France, voir comment on peut trouver davantage de capitaux. On en parle tout de suite, restez avec nous sur BFM Business, posez vos questions sur le hashtag TECHCO. À tout de suite. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Les EdTech sont un levier de croissance, un levier de formation, un levier aussi pour ramener un peu les décrocheurs vers l'éducation, parce que c'est évidemment la base de tout. On en parle avec nos invités ce soir. Marie-Christine Nevet, fondatrice du fonds EduCapital, seul fonds européen, fonds d'investissement européen vers ces EdTech, ces startups des technologies de l'éducation et de la formation, près de 400 en France. Et puis Catherine de Vulpilière, qui est cofondatrice d'Evidence Bay, qui vient une start-up au service des enseignants pour les accompagner dans l'enseignement de différentes matières. Marie-Christine, beaucoup de blocages parce qu'on entend toutes ces initiatives, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bouge? On a pourtant l'impression d'avoir un ministre aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, assez ouvert. Derrière, il y a le mammouth, comme disait un autre ministre, mais on voit les profs ont envie de bouger, les élèves ils y sont déjà complètement dedans, donc comment faire? Alors beaucoup de blocages, pas de vision long terme, beaucoup de politique un peu par à-coup et surtout un manque d'investissement. Donc nous, ce que l'on recommande, c'est premièrement, c'est de faire vraiment de l'éducation innovante une priorité d'investissement de l'État. Aujourd'hui, on n'investit pas assez dans l'éducation innovante. Le budget du numérique éducatif, je le rappelle, c'est 10 millions d'euros, c'est 1 euro par élève. Et ça reste, on le disait tout à l'heure, trop encore le tableau interactif, trop du matériel, voilà, et le budget, tout le budget de ce qu'on appelle le marché de l'EdTech pour les écoles, c'est 90 millions d'euros. Donc 10 millions pour les ressources innovantes. Donc le reste, effectivement, c'est des outils. Si on compare avec nos voisins anglais, on est sur des budgets de 900 millions de pounds en Angleterre, donc un différentiel de 1 à 10. Et surtout, on n'investit pas assez en France. Il y a eu 15 millions investis sur le numérique éducatif. Si on compare, donc 200 millions sur tout le marché de l'EdTech. Si on compare avec la Chine investit 4,5 milliards. Les
les US investissent 2,5 milliards. Il y a eu 7 milliards d'investissements dans l'EdTech dans le monde. Donc c'est des investissements colossaux. Aujourd'hui, il y a des licornes EdTech, ces fameuses sociétés valorisées plus d'1 milliard. Et ces licornes, elles sont chinoises ou américaines. Et c'est parce qu'il y a de l'outil et du service derrière. C'est tous ces services d'accompagnement. Voilà, donc parce que l'outil ne fait pas tout. C'est vraiment ce qui est très important, c'est l'innovation pédagogique. C'est vraiment les ressources innovantes qui vont permettre aux professeurs d'enseigner de manière différente. Ça peut être, par exemple, je donne un exemple d'une société assez innovante dans la tech qui est au Danemark, qui s'appelle Labster. C'est des laboratoires virtuels pour permettre aux enfants de manipuler quand on apprend, par exemple, la chimie ou les sciences. Voilà, donc c'est des ressources très très innovantes. Et c'est ce sur quoi il faut investir plus que sur l'équipement qui finalement est une commodité. Et c'est l'État, enfin dans ces outils-là, enfin la Chine on s'en doute, mais États-Unis, Royaume-Uni, c'est de l'État qui vient pousser derrière. Alors dans les pays dans lesquels ça marche, il y a eu beaucoup d'autonomie donnée aux établissements. Donc déjà il y a eu en général souvent une volonté politique forte. En Angleterre, il y a une volonté politique forte sous Blair. Bon, bien sûr, Chine, c'est l'État qui a décidé d'investir fortement dans les tech. La Chine a décidé d'investir 6 milliards d'ici 2025 dans l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. En France, on a fait un programme d'investissement d'avenir sur ce sujet qui est très bien fait, d'ailleurs, dans lequel vous avez été lauréat. Il y a eu 6 sociétés lauréates. Il y a eu 15 millions dédiés pour ce programme pour 6 sociétés sur 2 ans. Donc, alors qu'on a du budget, on a ce budget, oui, mais on peut l'avoir. Aujourd'hui, l'éducation n'a pas été fléchée comme une priorité, l'éducation innovante, comme une priorité d'investissement d'État. Donc la première chose, c'est ça, c'est investir dans ce domaine. C'est vraiment autrement, dans quelques années, ça sera trop tard. Oui. Les gens qui fourniront des ressources innovantes à nos enfants, ça sera des Chinois ou des Anglais. On se moque des enfants, des Chinois qui ne parlent pas l'anglais. Demain, les enfants chinois parleront un anglais impeccable parce que éduqués avec des outils très très innovants, avec de la vidéo. On le voit, hein, c'est le classement PISA là qui montre Singapour dans les premiers. Et pourtant, parfois, le truc, ce que j'entendais dire, c'était oui, mais à Singapour, ici en France, on a des classes de 40 et quelques élèves. Non, mais à Singapour aussi. Bon, il y a une autre histoire de culture de l'autorité aussi qui est un peu différente. Mais c'est des méthodes aussi. Oui, alors c'est vrai que les résultats des classements PISA sont assez désastreux. Hein. La France stagne depuis des années entre la 21e et la 25e position. Et surtout, on a un des systèmes les plus inégalitaires de l'OCDE en termes d'éducation. Hein. C'est l'OCDE qui a fait cette étude et qui montre qu'il y a une différence de niveau de 4 ans entre les 10% les plus favorisés et les 10% les moins favorisés. Et la France produit chaque année 100 000 décrocheurs. C'est quand même le drame de notre éducation. Notre éducation produit chaque année 100 000 enfants qui décrochent du système scolaire et avec toutes les conséquences sociales que l'on connaît. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation permet vraiment de réduire ce décrochage dans tous les pays. De les repérer, mais aussi on imagine avec un peu de gamification, voilà, de les faire revenir parce que on va leur montrer avec leurs outils du quotidien, enfin avec leurs outils, avec leurs interfaces du quotidien, à revenir aussi vers l'éducation. Déjà, on utilise finalement les usages des jeunes, hein, le mobile, de la gamification, quelque chose qui leur parle plus, mais surtout on leur donne un apprentissage individualisé. C'est-à-dire que vraiment, dans la mesure où chacun apprend de manière différente, on va construire un apprentissage personnalisé pour chaque élève. Et donc, ce qui fait que les meilleurs sont poussés vers le haut et ceux qui ont le plus de difficultés, finalement, on leur donne quelque chose d'individualisé. C'est ce que faisait le professeur particulier s'il a 2-3 élèves avec lui. Mais là, on peut le faire sur des classes de 40. Et surtout, avec l'utilisation des data, on peut vraiment voir là où l'enfant a bloqué, les exercices qu'il a fait, ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris. Donc voilà, c'est vraiment des ressources énormes pour permettre aux professeurs de donner une éducation beaucoup plus innovante et surtout personnalisée. Personnalisée, oui, c'est ça sur lequel vous insistiez tout à l'heure, Catherine de Villefilière. Oui, c'est cet effet personnalisation qui permet de, en plus. Je pense aussi, et ça c'est vrai ce que dit Marie-Christine, à élever vers le haut. Parce que là, aujourd'hui, parfois, on a tendance à... tout le monde ne suit pas, donc du coup, on va redescendre une couche pour que tout le monde suive, mais en attendant, il y a deux sources de décrochage. Qui vont décrocher, mais dans l'autre sens. Exactement, il y a un décrochage aussi par ce qu'on appelle quelquefois l'ennui, finalement, si on n'a pas eu ce dont on avait besoin. Donc nous, on intervient absolument là-dessus, en permettant au professeur de revenir à son cœur de métier. C'est qu'effectivement, ce qu'évoque Marie-Christine, c'est cette possibilité pour le professeur
notamment, j'ai évoqué tout à l'heure les tableaux de bord, de repérer grâce à cet outil. Ce sont des outils d'aide. Il ne s'agit absolument pas que la machine marche toute seule. Il va pouvoir repérer les élèves qui effectivement ont décroché. Donc il va leur réexpliquer certaines choses, peut-être construire des groupes de remédiation. Il va aller pousser d'autres élèves vers d'autres ressources qui vont lui permettre d'avancer. Et voilà. Mais justement, vous qui avez été enseignante, comment vous voyez ce que nous dit Marie-Christine, comment vous voyez faire bouger les choses? Alors on dit souvent qu'il faut faire bouger par la base. Est-ce que c'est les enseignants qui doivent un peu monter un peu plus au créneau? Je suis tout à fait d'accord avec Marie-Christine. Il doit y avoir une volonté politique forte. De ce point de vue-là, d'ailleurs, la Chine, c'est pas exactement le même cas que Singapour. En Chine, les licornes sont des entreprises qui sont liées à des investissements privés et en fait qui s'adressent aux parents. Il y a un marché de l'angoisse énorme en Chine. Donc je suis pas sûre que ce soit exactement ce qu'on veuille en France. En revanche, l'exemple de Singapour est peut-être plus probant de ce point de vue-là. Effectivement, nous on revient on est allé à Singapour à l'automne. Le jour où on partait de Singapour, il y a eu l'annonce d'un plan IA en fait national qui était de 80 milliards de dollars en fait singapouriens, donc ça fait 60 milliards d'euros, et avec un focus numéro 1 sur l'éducation, ce qui est absolument pas le cas chez nous. Bon, c'est vrai que nous on a été lauréat, comme vous le mentionniez, de ce P2IA. Bon voilà, c'est une très belle initiative. Nous on va intervenir sur le cycle 2 en mathématiques, IA et éducation, mais voilà, ça va pas assez vite. Mais ça va pas assez vite. Et c'est vrai que là, il y a une volonté politique forte. Les Anglais, notamment, n'ont absolument pas peur de parler de soft power. Ils savent qu'il y a un vrai pouvoir du côté de l'éducation. Je pense qu'on n'a pas à rougir notre éducation. Et c'est vrai que je crois qu'il faudrait qu'il y ait une volonté politique extrêmement forte du côté de l'industrie. Et c'est vraiment pas le seul ministère de l'Éducation nationale qui peut changer les choses. Il y a trop de blocages en interne dans le ministère. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience politique plus forte, que ça soit une des priorités d'investissement de l'État. Comme à un moment donné, on a dit, on veut créer une filière à taille d'excellence en France. En plus, on peut sentir qu'il y a aussi une petite opportunité, c'est alors sans être créer un anti-américanisme de base, mais de dire attention, ce que vous disiez tout à l'heure, si on n'y va pas, c'est les Microsoft, c'est les Google, c'est les Alibaba, parce que vont y arriver aussi un jour. Et nous, Français, on sera un peu soumis à ce type enfin, on aura moins la main sur ces outils, sur notre éducation. C'est clair que l'éducation se digitalisera. Tous les secteurs se sont digitalisés, l'éducation se digitalisera. Et donc, à nous de savoir, est-ce qu'on veut qu'elle se digitalise avec des acteurs étrangers? Est-ce qu'on veut que l'origine de Courbet ne soit plus dans les ressources innovantes de nos enfants pour apprendre l'histoire? Est-ce qu'on veut que les données de nos enfants soient stockées à Seattle ou à Shanghai? Ou est-ce qu'on veut créer des champions français qui peuvent aller en Europe et qui peuvent rivaliser ces gros acteurs américains, ces GAFAM, qui ont vraiment une stratégie assez pernicieuse puisqu'ils donnent leurs produits gratuitement pour créer de l'addiction et créer de l'usage dès le plus jeune âge. Mais nous, tout à l'heure je démarrais par ça, je pense qu'on est peut-être encore trop... Je reviens même en arrière quand on parlait de transformation numérique dans les entreprises. On était là il y a encore 4 ans, on disait tiens, à des Accor, à des Total, à des Carrefour, vous allez vous transformer. Ah ben oui, on a donné un mobile, une tablette à tous nos vendeurs, à tous nos contrôleurs pour la SNCF. Bon, on se rend compte qu'aujourd'hui la transformation numérique ça va beaucoup plus loin. C'est peut-être ça qui manque aussi à l'éducation nationale, c'est comprendre que c'est pas juste en mettant des tablettes, des tableaux interactifs et voilà, et que les parents puissent consulter le dossier scolaire sur Internet, que ça y est, on est numérique. C'est clair. Et l'innovation, nous on en est convaincus, c'est pas Accor qui a inventé Airbnb, c'est pas la SNCF qui a inventé Blablacar. On est convaincus que l'innovation, elle viendra de jeunes sociétés qui ont moins de codes établis et qui peuvent vraiment penser différemment. Le privé, parce qu'on sait qu'en France, le privé est un peu plus réceptif dans ce domaine. Le privé, c'est qui veut plus. Du coup, on est en train de plus en plus d'avoir aussi une éducation à 2 vitesses en France, avec un privé qui s'équipe, qui a des outils innovants. L'école Janine Emmanuel, qui est un symbole de l'école privée, s'équipe de toutes les technologies les plus innovantes en matière d'EdTech, et un public qui s'équipe de moins en moins, et donc une école à 2 vitesses. Et ça serait dommage, parce qu'on avait quand même dans les bases de notre République une éducation de qualité. On était d'ailleurs enviés par beaucoup de pays. Et puis surtout qu'aujourd'hui, on a quand même du haut débit partout.
Pas, voilà, pas forcément non plus. Hein. Oui, non, il y a. Dans les écoles je vais un peu vite, mais enfin voilà, le réseau est quand même bien développé. On prend en compte aussi cette dimension-là. Hein. C'est vrai d'avoir quand même par exemple, nous on a un moteur d'intelligence artificielle qui peut fonctionner offline. Hein. On charge et puis ensuite les écoles peuvent tout à fait travailler. Il faut quand même prendre en compte la réalité. Moi, je suis un peu moins pessimiste que Marie-Christine sur cette volonté aussi de l'enseignement public de changer. Et moi, je crois au changement pas révolutionnaire, mais au fait qu'effectivement, petit à petit, des nouvelles solutions vont arriver. Moi, je suis pas pessimiste. Je suis pas pessimiste. Je dis juste qu'il faut aller vite. Il faut aller vite. Et que si on va pas vite, on ratera le train. Le train passe. Le train passe à une allure, de TGV. Bon, il y a des investisseurs. C'est vrai que nous on vient de terminer une levée de fonds avec des investisseurs des Hauts-de-France. Alors chez eux, ça a quand même un sens aussi, le décrochage scolaire. Donc ce sont 3 fonds des Hauts-de-France. Qui vous suivent. Finorpa, IRD et puis Nord France Amorçage, plus un fonds d'impact. Enfin, je crois qu'il y a quand même aussi une prise de conscience des fonds qu'il y a un sujet. Eh bien voilà, ce train de l'éducation, il faut qu'il accélère. Eh bien, on espère ce soir qu'on vous a donné envie d'y aller plus vite, et puis même en tant que parent, de pousser aussi un peu, parce que c'est ça aussi le rôle des parents, c'est de pousser un peu cette éducation nationale à bouger. Merci à toutes les deux. Je rappelle ce livre blanc, préserver notre souveraineté éducative, soutenir la tech française pour mieux comprendre tout ce dont on vient de parler, aux éditions Digital New Deal, donc sur le site Edu Capital. Merci à toutes les deux. On se retrouve tout de suite, le journal de la tech avec Jean-Christophe Racé.